En 2001, l'humanité a accompli un nouveau bond de géant. Pour la première fois de l'histoire, des astronautes ont foulé le sol de Mars. L'équipage comptait 3 Américains de la NASA et un Français, Jean-Jacques Favier. Le 14 avril, vers 7h temps universel, les téméraires explorateurs sont descendus de leur montgolfière et ont bien posé le pied sur Mars, en Ardèche. Depuis cette extraordinaire aventure, différents entrepreneurs et responsables politiques se sont fixés un nouvel objectif, poser le pied sur la planète Mars. In 2024, we want to try to fly to Mars 4 ships, 2 of which would be crewed. We want to achieve a Mars landing in 2033. Autrement dit, l'homme pourrait atterrir sur Mars d'ici une quinzaine d'années. Avec un peu de chance, on pourrait y retrouver tous les robots qu'on a envoyés là-bas. En dehors de ceux qui ont raté la planète, bien sûr. Ou dont on a perdu le signal. Ou qui se sont désintégrés dans l'atmosphère. Ou qui se sont crashés aussi. Parce que oui, on espère voir des humains sur Mars d'ici 15 ans, mais sur la cinquantaine de sondes et de robots qu'on a envoyés là-bas, plus de la moitié n'est pas arrivée. Ou du moins pas en un seul morceau. Alors, depuis maintenant des années, voire des décennies, 2 organisations tentent de trouver des solutions pour envoyer des humains sur Mars en toute sécurité. L'inévitable agence spatiale américaine, la NASA, et la société privée SpaceX du milliardaire américain Elon Musk. S'ils mettent autant de temps à développer leur mission, c'est parce que déjà, envoyer des trucs vers Mars, c'est très compliqué, mais surtout, ça l'est encore plus si ces trucs, ce sont des humains, et qu'on veut qu'ils arrivent en entier. Et qu'ils reviennent. Il faut bien évidemment trouver comment protéger les astronautes, mais avant d'aborder ce sujet, il va falloir qu'on parle un peu technique. Entre 1969 et 1972, 12 hommes ont posé le pied sur la Lune et en sont revenus en parfaite santé physique et mentale. Bon, hormis celui qui a essayé de faire de la télépathie pendant le voyage. Mon expérience impliquait 4 sessions de transmission de pensée pendant le vol. Cela a donné des résultats très positifs. Mais bon, lui, il était juste un peu chelou. On pourrait penser qu'un voyage vers Mars ne serait en tout cas pas beaucoup plus compliqué, mais c'est en fait radicalement différent. Pour comprendre pourquoi, il faut déjà savoir que la Lune tourne autour de la Terre. La distance qui nous sépare de notre satellite naturel est donc toujours la même, d'environ 380 000 km, et les astronautes d'Apollo les ont parcourus en 3 jours. Pour Mars, c'est différent, puisqu'en plus d'être bien plus éloignée, elle ne tourne pas autour de la Terre, mais du Soleil, et elle le fait plus lentement que notre planète. Cela veut dire que la distance qui nous sépare varie considérablement et nous oblige à emprunter des trajets bien relous de plusieurs centaines de millions de kilomètres. Le parcours le plus souvent envisagé représente 6 mois de voyage aller, plus d'1 an sur la planète rouge, 6 mois de voyage retour, et il n'est possible que lorsque les planètes sont correctement positionnées, ce qui n'arrive que tous les 26 mois. Alors, pour éviter les drames du type « Dis-moi Chantal, t'as pas oublié Cantal ?» il y a 2 solutions. Utiliser une application de livraison à domicile qui vous enverra quelqu'un en moins d'1 heure dans des conditions salariales toujours plus abusives, ou alors envoyer des vaisseaux inhabités remplis de matériel avant l'arrivée d'un équipage. Les astronautes trouveront ainsi tout le matériel dont ils ont besoin en arrivant sur place. Et puis, expédier en plusieurs fois tout ce dont on a besoin sur place, c'est peut-être aussi la seule manière de le faire. Car pour envoyer des charges lourdes sur Mars, il faut une fusée bien plus puissante que pour la Lune. Pour aller vers la planète rouge, il faut pouvoir accélérer plus, et donc ralentir plus à la fin du voyage. Et pour comprendre en quoi c'est problématique, je dois vous présenter ce monsieur. Konstantin Eduardovitch Tsiolkovsky est né le 5 septembre 1857 en Russie, à là. S'il avait l'air un peu blasé étant petit, c'est parce qu'il ne savait pas encore qu'il serait considéré plus tard comme le père des fusées et qu'on mettrait sa tête sur des timbres. Parmi ses nombreuses contributions à la science, on ne retient pas forcément son formidable premier schéma d'un vaisseau spatial, mais plutôt cette équation. N'ayez pas peur, on va pas faire des maths, je la mets juste pour faire un peu classe. Si l'équation de Tsiolkovsky nous intéresse pour aller sur Mars, c'est parce qu'elle nous donne une idée de la quantité de carburant qu'il faut emporter en fonction de tous les changements de vitesse prévus pendant le voyage. Et l'idée est en fait assez simple. Lorsque vous partez en vacances en voiture, vous pouvez faire le plein de petites quantités de carburant sur la route régulièrement.
Mais si vous partez dans l'espace en fusée, vous croiserez rarement des stations-service et vous devez donc emporter dans votre coffre le carburant pour tout le trajet. Plus votre trajet nécessite d'accélérer et de ralentir, plus vous emporterez de carburant avec vous. Et comme vous emporterez plus de carburant, vous serez plus lourd, donc vous aurez besoin de plus d'énergie pour vous déplacer, et donc vous aurez besoin de plus de carburant. Ce que nous montre Tsiolkovsky, c'est que la place occupée par le carburant dans votre fusée augmente exponentiellement avec la quantité de changements de vitesse nécessaires pour atteindre votre destination. Dans le cas de la Lune, on serait environ ici, et pour Mars, on sera plutôt par là. Autrement dit, même si vous n'emportez vraiment pas beaucoup de matériel, disons l'équivalent de ce qu'il y avait lors des missions lunaires et une meule de Cantal, il vous faudra déjà 3 fois plus de carburant. Et autant vous dire que si l'on compte envoyer un équipage capable de rester 1 an sur Mars, il lui faudra beaucoup plus de matériel que lorsqu'on envoyait 2 astronautes en week-end sur la Lune. Je disais c'est loin mais c'est beau, hein. Alors, tout de même, on maîtrise déjà quelques techniques pour répondre à cette contrainte de poids. Depuis les débuts de l'exploration spatiale, nous utilisons des fusées composées de plusieurs étages, tous équipés de leur propre moteur et réservoir. Quand il n'y a plus de carburant dans un étage, la fusée se sépare de ce poids devenu inutile et continue sa course avec l'étage suivant. C'est par exemple ce qu'on a fait pour aller sur la Lune et on s'est retrouvé avec un lanceur dont le carburant ne représentait que 93% de la masse totale, ce qui est beaucoup moins que ce que prévoyait l'équation de Tsiolkovsky pour une fusée en un seul morceau. En plus de ça, on est aussi capable d'envoyer en plusieurs fois du carburant ou des morceaux de fusée en orbite autour de la Terre. Cela permet de contourner le problème du décollage d'une énorme fusée qui est très gourmand en carburant. Avec ces techniques, on peut donc assembler et faire le plein d'un vaisseau directement dans l'espace et le propulser vers une destination ambitieuse. Bref, avec l'expérience accumulée depuis un demi-siècle et les technologies actuelles, une mission martienne semble de moins en moins folle, même s'il reste difficile de dire si nous serons capables de poser un humain sur Mars d'ici 15 ans, notamment puisqu'il nous faut encore prendre en compte une autre contrainte, la santé des astronautes. Ils vont devoir passer près d'1 an enfermés dans un espace confiné, à travailler toujours avec les mêmes personnes, en apesanteur et exposés à des radiations solaires. À peu de choses près, cela revient à prendre un très gros micro-ondes, enfermer plusieurs collègues dedans et le placer en chute libre pendant 1 an. Ce sont en tout cas des sujets qu'on abordera dans le second épisode de cette série consacrée au voyage vers Mars. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Quelques petites précisions maintenant. Il a bien sûr fallu simplifier 2-3 choses dans nos explications, et notamment les résultats de l'équation de Tsiolkovsky qu'on affiche ne sont pas à prendre au pied de la lettre, puisqu'on a utilisé parfois des variables arbitraires et omis quelques détails, mais les résultats qui nous intéressent restent sensiblement les mêmes. Par contre, j'ai triché, la meule de Cantal rajoutée au montage sur le module lunaire était en fait une meule de fromage à raclette. Je n'ai pas trouvé de meule de Cantal sur Google Images. Du reste, vous trouvez comme d'habitude dans la description des informations complémentaires et des liens utiles, et je vous dis à très bientôt pour la suite.